Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une démotivation collective. La famille a toujours été le vecteur de toute la société. Le point de départ vraiment de la réussite de l'élève commence déjà dans l'enceinte de la famille. La société a changé, change toujours. Mhm. Et toutes les familles heureuses se rassemblent, mais chaque famille malheureuse est malheureuse à sa manière. Bienvenue à l'espace média de Déré et plus particulièrement à notre podcast intitulé Gohan, qui est un terme qui veut dire décision. Gohan est un podcast qui encourage la réflexion et l'inspiration sur des sujets sociétaux. Nous y dialoguons avec des personnes inspirantes qui nous offrent des analyses approfondies grâce à leur expertise. Notre objectif est de partager des parcours et des expériences pour stimuler la prise de décision individuelle et collective. Ainsi, nous contribuons à développer l'initiative, la créativité, l'innovation et promouvoir un changement de mentalité. Donc, nous avons aujourd'hui abordé un sujet qui était un sujet très important pour Déré. Et ce sujet, nous l'avons abordé sur notre Déré Talk du mois d'octobre. Et ce sujet, c'était le rôle et la place de la famille dans l'éducation de l'enfant. La famille, vous le savez, elle demeure un pilier essentiel dans l'éducation de l'enfant. Pour mieux comprendre les enjeux qui sont liés à ce rôle fondamental, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir 3 invités de marque au cœur de cette thématique que je vais présenter. Monsieur Moustapha Mohamed Mahamoud, qui est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Madame Mouna Osman Aden, qui est la ministre de la Femme et de la Famille. Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour. Ainsi que Monsieur Mahmoud Ozdil, président de la Fondation Ma'arif. Bienvenue, Monsieur le Président, et bonjour. Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre podcast Gohan, produit par Déré Média. Nous tenons à vous remercier de prendre part à notre podcast. Je suis Sarah Houssen, et je serai donc ravie d'accompagner pour cette discussion qui nous apportera un éclairage utile sur vos missions et perspectives. Alors en premier lieu, je souhaiterais recueillir vos impressions individuelles quant au DER Talk que vous venez de vivre et je commencerai évidemment par Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci Sarah de nous donner encore une occasion de discuter et de parler sur Podcast Gohan, que je remercie pour son invitation aujourd'hui. Nous venons de passer 2 heures, presque 3 heures de discussion avec un public multidisciplinaire et surtout de tout âge. Et ça nous a permis, à moi et à mes 2 autres participants qui étaient à mes côtés, sur la question de la famille et de l'éducation. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce genre de plateforme ou de discussion ou bien d'initiative de débat permettent de pouvoir discuter sur des questions centraux, sur des questions centrales, sur des questions qui concernent la communauté, qui concernent toute la population et qui nous connectent la population aux décideurs politiques. Et vraiment, ce genre de débat, pour nous, aujourd'hui, ça a été bénéfique. On écoutait de toute façon ce qui se passait avant avec Déré Talk. Et aujourd'hui, on a été les principaux acteurs, alhamdoulilah, et tout s'est très bien passé. Alhamdulillah. Monsieur le ministre, vos impressions? Oui, merci Zara de nous avoir invités à ce podcast, comme vous l'appelez. C'est la première fois vraiment que moi je participe. C'est la première fois également que je participe à Déré Talk. On espère que ce ne sera pas la dernière. Ce ne sera pas la dernière fois. Mais surtout parce que le sujet m'a personnellement révélé intéressé, puisque en fait,
c'est vraiment, cela nous permet vraiment de communiquer au public, de communiquer aux parents d'élèves et aux familles, les réalisations, ce qui est en train de se faire sur le terrain, ce qui a été fait. Et nous avons vraiment eu des échanges très intéressants. Peut-être un certain nombre de questions ont été posées par peut-être par le fait que l'information peut-être n'était pas disponible. Mais en fait, le ministère de la Femme et le ministère de l'Éducation nationale, nous travaillons pour faire en sorte d'interconnecter l'école à la famille. Sauf que bien sûr, peut-être ces informations ne sont pas assez vulgarisées. Donc, comme je disais tout à l'heure, les instances sont là, que ce soit au niveau stratégique, que ce soit au niveau technique et opérationnel, les instances sont là. Mais peut-être il manquerait ces types de plateformes qui permettraient de vulgariser tout le travail qui se fait quotidien. Il n'y a pas un matin où le chef d'établissement, l'enseignant, les responsables des établissements ne font pas d'efforts pour vraiment ramener, pour encadrer, pour accompagner l'élève. Et parfois, ils se retrouvent face à un mur parce qu'ils ne voient que l'élève. Et parfois, malheureusement, ce que je disais, il arrive qu'on constate un peu de manière assez tardive le fait que l'élève a interrompu sa scolarité. Ouais. Et ça, c'est vraiment un sentiment d'échec surtout. Un sentiment d'échec. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, lors de ce débat, discussion, ça nous permet vraiment de communiquer. Ouais. Communiquer pour dire, voilà, aujourd'hui, on est un peu, on se retrouve tout seul. Moi, j'étais chef d'établissement, je sais, c'est que des fois j'en parle. Parfois, le chef d'établissement, la responsable de l'établissement se trouve seul face à l'enfant. Très rarement, quand il y a les parents qui arrivent, c'est généralement la maman qui vient nous voir, qui vient voir les établissements. Donc vraiment, l'autorité parentale est très importante. C'est pour ça que je le répète. Il y a un espace, il y a des instances qui sont là pour communiquer et échanger. Donc j'invite les parents vraiment à aller vers l'école, à aller vers les responsables des établissements, que ce soit par l'intermédiaire des associations de parents d'élèves, que ce soit par l'intermédiaire, bien sûr, des comités de gestion des parents d'élèves que nous avons. En fait, allez voir les chefs d'établissement, les enseignants, allez voir les responsables des établissements pour vraiment vous imprégner, dire vraiment qu'est-ce qu'il en est, comment, de quelle manière. Parce que tout à l'heure, il y a un parent qui me disait, moi, je suis parent d'élève et j'essaie d'intervenir au niveau de l'association de parents d'élèves. Je n'y arrive pas, peut-être. Donc, elle est vraiment se renseigner, s'informer auprès du chef d'établissement. Donc, vraiment, c'était un débat très intéressant. Je remercie donc, bien sûr, la Fondation Ma'arif, parce que c'est sur l'initiative de la Fondation Ma'arif que la problématique a été donc lancée et l'organisation a été faite par DER Talk. Vraiment, tout à l'heure, la ministre disait qu'on a presque mis 3 heures à parler, mais c'était pas inutile. C'était vraiment très utile, très intéressant et merci encore une fois à vous. De toute l'équipe. Merci. Monsieur Ozdil, vos impressions? Merci encore une fois. C'est un grand honneur pour moi d'être avec Madame et Monsieur le Ministre aujourd'hui. Pour nous, pour la Fondation Ma'arif de Turquie, le sujet touche les 2 axes de notre activité scolaire, je peux dire. Premier, quelle est la substance de l'éducation? Quoi on peut dire? Et la deuxième, quel doit être le rôle de famille dans ce système éducatif? On peut dire. Je bénéficie aujourd'hui. Merci. C'était très intéressant et l'audience était très vivante aussi. Très à l'écoute et très interactif. C'était très interactif. Hein? Oui, c'était très intéressant pour moi. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, pour pouvoir avoir l'occasion, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui à ce DER Talk, je vais vous poser chacun une question. Je sais que vous avez vraiment, et je vous remercie, hein, vous avez consacré du temps aujourd'hui pour DERE. Et vraiment, ça, on est très contents, on est ravis. Mais j'aimerais quand même au moins vous poser une question chacun.
et que vous puissiez y répondre dans ce podcast. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur le ministre de l'Éducation. Et donc, Monsieur le ministre, vous qui avez fait toute votre carrière au sein du département que vous dirigez, en votre qualité de ministre actuellement, mais également en votre qualité d'enseignant, mais aussi en votre qualité de parent. Je voudrais vous demander quel regard vous portez sur les familles des élèves dont vous avez la charge. Question. Mais très large. Très large. Question piège. Je pense que, en tant que ministre, mais également en tant que parent d'élève, on ne peut penser que des bonnes choses. Des familles et des parents d'élèves. Je le disais tout à l'heure, la famille, même on a parlé d'un espace de sécurité, un espace ça doit être un espace d'épanouissement de l'enfant. Et donc, le point de départ vraiment de la réussite de l'élève commence déjà dans l'enceinte de la famille. C'est pour ça que nos deux départements sont interdépendants et on doit Travailler ensemble. Travailler encore davantage sur cette problématique, la famille, le rôle de la famille dans la réussite de l'élève. Et qui dit réussite de l'élève dit réussite automatiquement du développement du pays, donc, tout à fait. du pays. Donc vraiment, c'est très important, vraiment qu'on ne pense que déjà des bonnes choses de cette famille. Cette famille, quand elle envoie un enfant à l'école, elle envoie ce qu'il chérit le plus. Un parent d'élève, quand il envoie ce qu'il chérit le plus, c'est-à-dire quand même, il y a une part des responsabilités qui est partagée avec l'école et les responsables de l'école. Donc les responsables de l'école, l'enseignant, sont, on dit, le deuxième parent. Ouais. Comme vous avez l'habitude, c'est vraiment dans notre tradition, dans l'islam, on dit que bien sûr, l'enseignant, c'est le deuxième parent. Il a tous les respects qu'on a aux parents. On doit avoir le même respect à l'enseignant. Et aujourd'hui, c'est cette autorité et cette notoriété, en fait, parents d'élèves, père, de famille et l'enseignant sur lequel on doit commencer à concilier parce que aujourd'hui le problème est à ce niveau. Donc je veux dire par là que ces familles, je voudrais leur dire que l'école, à lui tout seul, ne peut pas faire réussir l'enfant. Nous avons besoin de l'accompagnement et du suivi avec nous, ensemble, de cet enfant. Parce que l'enfant, c'est l'enfant que vous chérissez, c'est l'enfant qui va demain, dont dépendra l'avenir de ce pays. Donc nous avons tout intérêt à travailler ensemble, parents et responsables de l'école et donc le ministère, pour que nous puissions réussir et faire de ce Djibouti un Djibouti, bien sûr, de développement, et un Djibouti, bien sûr, où le Djiboutien est épanoui. Et donc, vraiment et sincèrement, je pense que c'est pas une seule fois que les choses arrivent. Il faut vraiment que nous, je pense que c'est une des recommandations, il faudra que nous mettions en place. Les dispositifs sont là. Il faut faire connaître les publics, il faut faire connaître les parents. Les dispositifs sont là, que ce soit entre les deux départements, ou que ce soit au niveau de chaque département sectoriel, mais au niveau opérationnel également, les entités sont là. Mais maintenant, il faut peut-être, je sais pas, tout à l'heure, il y avait l'ancienne ministre de la Charovle qui disait, Monsieur le ministre, vous avez oublié d'utiliser les artistes. Oui, c'est vrai. C'est très important. Pour communiquer. Pour communiquer. Maintenant, on parle de communication de manière générale. Maintenant, il faudra qu'on priorise, peut-être qu'on identifie les canaux qui nous permettra vraiment de faire passer ce message. Nous avons au niveau du ministère de l'Éducation une chaîne éducative. Et justement, il faudrait peut-être réserver un petit créneau où ce sera des moments de communication, de discussion entre, donc, à travers la télévision, entre les responsables des établissements scolaires, entre les responsables des ministères et les responsables de la femme et des familles,
et les parents. À travers, par exemple, des petits sketchs, à travers vraiment des actions interactives et qui permettent d'interpeller directement les parents d'élèves et donc les futurs parents d'élèves. Parce que, à un moment donné, soit on est parents ou on le deviendra parents. Tout à fait. Et donc, voilà vraiment ce que je voulais dire. C'est vraiment important et c'est le moteur même de la réussite de l'élève. Parce que, en fait, nous avons deux bras, donc on ne peut pas être efficace avec un seul bras. Il faut le deuxième bras. En fait, c'est un couple. On peut dire que c'est un couple, la famille et l'enseignant, les parents et l'enseignant. L'un ne peut pas travailler sans l'autre. Sans l'autre. Et donc, toutes en fait, je vous disais, les dispositifs sont là. Et maintenant, il faut le rendre opérationnel. Très bien. Merci, Monsieur le ministre. Alors, Madame la ministre, le département que vous dirigez comprend la cohésion de la cellule familiale et la protection de l'enfant. Alors, ce que peut-être notre public aimerait savoir, c'est quelles sont les actions que vous menez pour promouvoir le bien-être familial et plus particulièrement celui des enfants. Merci, merci Sarah pour la question. Et bon, la question est intéressante, mais moi je veux peut-être mettre des étapes. Cette question de lier la famille à l'éducation, c'est pas une question qui vient aujourd'hui. Non. Mais c'est une question qui a évolué sur le temps et qui a pris sur certains éléments des dimensions qui n'étaient pas bonnes à certains moments. Et c'est pour ça que le ministre de l'Éducation dit c'est ces deux institutions qui ne peuvent pas être dissociées. Pour nous, enfin pour la famille, tout à l'heure on en a parlé, on a dit c'est le noyau, c'est là où l'enfant doit se développer, d'abord apprendre les valeurs sociétales, apprendre les valeurs culturelles, les langues, et ensuite l'enfant rejoint l'école. Et ce qu'il faut considérer, c'est que l'éducation, c'est un ascenseur social. Et cet ascenseur, il faut le prendre à un moment ou à un autre. Mais il faut le prendre en famille, comme on dit. Si on ne le prend pas en famille, mais arrivé en haut, on se retrouve tout seul. Et l'encadrement qui doit se faire autour de l'enfant, le ministère de la Femme, a un objectif majeur, c'est l'intérêt suprême de l'enfant. Le pays a développé plein de stratégies, même avant que je sois au niveau de ce département. Il y a eu beaucoup de politiques nationales sur le développement et l'accompagnement, la protection de l'enfant. Il y a un conseil national de l'enfant qui est présidé par le Premier ministre et qui est composé de l'ensemble des ministères sectoriels qui travaillent avec le ministère de l'Enfant. Ce conseil, nous permet de pouvoir discuter sur les difficultés ou les problématiques qui se présentent chez l'enfant, que ce soit au niveau éducatif, mais aussi au niveau communautaire. Donc, comme on dit, Sarah, quand les choses vont bien quelque part, ou bien qu'on pense qu'ils vont bien, on s'y intéresse pas. Donc, on s'intéresse plus souvent à quoi? On s'intéresse plus souvent aux problématiques qui touchent l'enfant. Quand c'est un enfant qui est issu d'une famille peut-être monoparentale, quand c'est un enfant qui est issu d'une famille où la violence physique est là, ou quand c'est un enfant qui est confronté à des difficultés très graves, on est plus concentré vers ça et on essaie de trouver des solutions rapides. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est que ces genres de problèmes peuvent être détectés en amont. Et ils peuvent être détectés où? Ils peuvent être détectés à l'école. Et c'est pour ça que le ministre, et on en parle quand on est en off, entre collègues, c'est vraiment qu'on puisse avoir et renforcer ces cellules d'écoute au niveau de l'école qui peuvent nous servir de boussole pour vraiment repérer cet enfant qui a un problème chez lui. Et ce sera toujours facile de trouver la famille et d'accompagner peut-être cette famille qui est peut-être pas de mauvaise volonté, mais qui a besoin d'un soutien et d'être accompagnée. Ces questionnements viennent maintenant. Donc, je reviens encore à l'utilité de vraiment lier ces deux questions-là. La famille a toujours été le vecteur de toute la société. C'est vraiment le vecteur qui nous permet de mesurer comment le développement d'un pays est en train de se faire. Et à Djibouti, avec ce développement économique monstrueux qui est en train de prendre des dimensions mondiales et à une vitesse grand V, est-ce que la population, la famille, la cellule familiale est prête à
à suivre le mouvement. Et comment il faut qu'elle soit prête? Il faut que le parent aussi soit éduqué d'une certaine manière, soit prêt à pouvoir affronter ces choses-là et soit être prêt aussi à préparer son enfant à rejoindre ce monde qui est en train de se développer à une vitesse grand V. Donc, il y a tous ces questionnements qui sont là. La politique nationale de l'enfant, elle a deux grands volets. Le premier volet, c'est le développement et l'éducation de l'enfant. Et tout à l'heure, on disait la petite enfance, c'est une centralité. Ouais. Ensuite, il y a le préscolaire qui a été mis en place maintenant avec l'éducation nationale. Mais c'est des choses qui sont interliées. On ne peut pas développer le préscolaire ou les garderies si on n'a pas réfléchi sur un cursus complémentaire. Ce que l'enfant va quitter, c'est le développement, c'est l'éveil, c'est la capacité à ce que l'enfant puisse être capable de rejoindre ce monde nouveau, mais c'est ensuite l'enseignement et l'éducation et les compétences derrière. Et le deuxième volet de la politique, c'est l'épanouissement et la protection de l'enfant. L'enfant doit trouver un espace où il se sent en sécurité d'abord. Parce que si on n'est pas en sécurité, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas évoluer. Donc l'enfant doit se sentir en sécurité chez lui et ensuite doit se sentir en sécurité à l'école. Et ces canaux ou bien ces passerelles qu'il faut créer entre les parents et l'enseignant, c'est des passerelles qui doivent être solides. Elles ont toujours existé, mais en fait, le développement est venu, tout a basculé. Il y a eu un basculement et ce basculement a provoqué que on s'est concentré sur des difficultés qui étaient peut-être plus graves que ça. Ouais. Et on a oublié à un certain moment. Voilà. Donc la famille n'a pas disparu, mais peut-être on lui a pas aussi donné maintenant beaucoup de rôles. Il faut que aussi on lui donne ce rôle-là en disant la maman, le papa ont chacun un rôle à jouer à la maison et c'est le comportement d'abord de ses parents qui aident aussi l'enfant. Donc le ministère de l'éducation, le ministère de la femme et celui de l'éducation, les travaux sont interconnectés, mais chacun aussi a des responsabilités à son niveau. Au niveau de la femme et de la famille, nous développons des cellules d'écoute, on développe les services sociaux pour accompagner les parents, mais on règle toujours des difficultés. On n'utilise jamais de pères ou de mères qui ont réussi dans la vie en leur disant « mais venez servir de modèle parce que vous avez été les bons parents pour vos enfants ». Pour que les autres parents puissent aussi écouter et discuter avec vous. Donc toujours réfléchir à cet espace de dialogue et d'échange, parce que c'est toujours, on apprend toujours l'un de l'autre. Hein. Bien sûr. Donc bien il faut toujours développer ça. Et au niveau du ministère de la Femme, on a besoin d'être accompagné par tout le monde, que ce soit vous au niveau de votre institution, mais aussi de la société civile et les départements ministériels qui doivent donc travailler aussi avec nous. Avec les parents, donc maintenant avec le ministre, on a du pain sur la planche, je pense encore, parce que prendre l'autre problème, le problème de l'autre côté, c'est vraiment détecter en avant, avant de régler les problèmes après. Ouais, dans l'urgence. Voilà. D'accord. Merci Madame la Ministre. Alors Monsieur Ozdil, excusez-moi, vous avez procédé hier à l'installation ou en tout cas déplacement de la Fondation Maarif. Et je pense que c'est aussi pour améliorer la capacité d'accueil des futurs élèves. Est-ce que vous pouvez nous donner, parce que je suppose que tout le monde ne connaît pas cette fondation, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les fondations, les missions de cette fondation et nous dire qu'est-ce que cette fondation peut apporter aux familles djiboutiennes et aussi qu'est-ce que cette fondation, quels seront les partenaires de cette fondation? Merci. La Fondation Maarif de Turquie a été établie en 2016 par une loi spéciale en Turquie. Et maintenant, après 9 ans, la Fondation Maarif de Turquie est présente dans 64 pays, dans tous les continents, on peut dire. Et en Afrique, nous sommes actifs dans 27 pays, dont Djibouti. Et à Djibouti, dans cette belle vie, nous sommes actifs depuis 2017. D'accord. Mais jusqu'à hier, notre bâtiment des écoles a des problèmes matériaux. Hier, été réglé. Il faut dire que c'est un accord cadre entre la République de Tunisie Ah oui. La Turquie. Oui, l'école
Oui. Oui. Oui, oui. Moi-même, j'ai signé cet accord. Oui, bien sûr. Bien sûr. La Fondation Marf de Turquie donc a un caractère public aussi. C'est une fondation selon l'encadrement juridique turc, ça veut dire une entité privée, mais comme une fondation créée par la loi, nous avons des caractères publics aussi. Et oui, comme Monsieur le ministre a mentionné, la Fondation Marf de Turquie a commencé à Djibouti avec une texte officiel signé par le ministre de l'Éducation nationale et le président de la Fondation Marif de Turquie à cette époque. On peut mentionner le nom aussi, Monsieur Professeur Dr. Birol Akgün. Donc je suis très heureux d'être ici à Djibouti et pour élargissement de notre activité ici à Djibouti avec le soutien des autorités djiboutiennes à la Fondation Marf de Turquie. Sinon, ça ne peut pas être possible pour la Fondation Marf de Turquie. Pourquoi? La Fondation Marf de Turquie considère l'éducation toujours comme un service public. Oui, les services publics peuvent mener par les étrangers de administration, on peut dire. Oui, la Fondation Marf de Turquie ne fait pas partie de l'administration. C'est une personne privée, on peut dire, mais c'est toujours un service public. Donc, le premier partenaire de Fondation Marf de Turquie, pas seulement à Djibouti, mais dans tout le monde, ils doivent être les ministères concernés de l'éducation nationale ou de famille et des femmes. Et le deuxième partenaire pour la Fondation Marf de Turquie, c'est selon toutes les recherches scientifiques menées dans les différents âges, dans les différents continents. Le résultat, c'est le même. Le premier élément qui définit réussite scolaire, c'est la famille. C'est pas technologie on utilise, c'est pas bâtiment de l'école, c'est la famille. Là, le climat dans la famille, on peut dire, le rapprochement de famille vis-à-vis de l'éducation ont un impact immense sur la réussite scolaire. Donc, si on pense sur l'éducation, il faut penser aussi aux familles. Peut-être vous savez, la Turquie a déclaré 2025 comme l'année de famille. Pas seulement de 2025, et aussi ainsi que la décennie suivante, on va renforcer la famille, la structure familiale. Donc, la Fondation Marf de Turquie a organisé aussi des programmes, des programmes spéciaux pour renforcer les relations entre la famille et l'école. On va continuer, Inch'Allah, notre académie parentale et les autres activités à Djibouti aussi. Très bien.